Patrick Martin-Genier, bonjour, merci beaucoup Bonjour. d'être avec nous. Ce matin, vous êtes enseignant à Sciences Po Paris et à l'INALCO, entre autres. Alors, vous êtes spécialiste des questions européennes, mais je ne peux pas m'empêcher de vous poser des questions sur la politique française et notamment cet agenda dont on parlait, 3 semaines à peine pour tout réorganiser. Pourquoi cet agenda si court de la part du chef de l'État ? Bien écoutez, je crois qu'il avait envisagé cette dissolution. C'est un véritable séisme politique, vous l'avez dit, mais pourquoi si court? Parce qu'il y a quand même des Jeux Olympiques, rappelez-vous, les Républicains avaient dit qu'ils pourraient, le cas échéant, déposer une motion de censure contre ce gouvernement à l'occasion du projet de loi Finances à l'automne, mais avec ces Jeux Olympiques, ils ne souhaitaient pas déposer cette motion de censure avant, ils ne l'avaient jamais votée. Vous avez une motion qui avait été déposée à la fois par LFI et par donc le Rassemblement national, et donc il ne le souhaitait pas. Et Emmanuel Macron a précipité cette échéance parce que d'une part, il a considéré qu'il n'avait plus la confiance du corps électoral, plus la confiance des Françaises et des Français, mais aussi parce qu'il y a ces Jeux Olympiques qui vont constituer un enjeu fondamental avec les risques de terrorisme quand même, et donc il va falloir remettre, je vais dire, le gouvernement et les pouvoirs publics en marche avant le début de ces Jeux Olympiques qui débutent à la fin vers le 25-26 juillet. Ça peut être un pari risqué, il peut aussi y avoir un gouvernement d'extrême droite au début de ces Jeux Olympiques, et une société peut-être encore plus clivée, et une scène politique très clivée. De toute façon, la société politique est tout à fait clivée. Aujourd'hui, la difficulté, effectivement, on voit que le Rassemblement national a eu plus de 30%. Est-ce que c'est suffisant pour obtenir une majorité à l'Assemblée nationale? Je ne le pense pas. Donc, ce qui est important, c'est qu'il va y avoir un jeu d'alliance, d'union. Il va bien falloir dire quelles vont être les alliances. Le Rassemblement national, sauf extraordinaire, n'aura pas lui-même la majorité à l'Assemblée nationale. Il va renforcer sa position. Il sera sans doute le premier parti politique. Il sera éligible pour remplacer le Premier ministre, car la majorité macronienne, malheureusement, est très affaiblie. Je ne pense pas que ce gouvernement pourra être reconduit, mais il va bien falloir mettre les choses très claires sur la table. Est-ce que le Rassemblement national va faire alliance avec les Républicains? Est-ce qu'ils vont l'accepter, oui ou non? Monsieur Ciotti a dit ce matin qu'il ne ferait pas d'alliance avec Monsieur Macron, donc il va bien falloir trouver un jeu d'alliance. Quant à la gauche, c'est aussi une heure de vérité pour le Parti socialiste. Est-ce que celui-ci va faire alliance avec LFI? On avait vu que c'était extrêmement clivant avec tous les ensembles. Est-ce qu'il va y avoir un remake du programme commun de l'Union de la gauche? Ce sont tous les défis que nous allons analyser dans les semaines qui viennent. Vous restez avec nous, Patrick Martin-Genier. On va aller du côté de l'Allemagne, parce qu'on a parlé de la montée de l'extrême droite ici en France et dans d'autres pays. En Allemagne aussi, cette extrême droite s'est renforcée de ces européennes. Alors peut-être pas autant qu'elle le souhaitait, mais avec un peu plus de 16% des suffrages alternatifs pour l'Allemagne, arrive en deuxième position. Derrière l'alliance conservatrice de l'Union chrétienne démocrate, la CDU, avec la CSU, 29,5% des voix. On en parle avec Anne Maillet, notre correspondante à Berlin. Bonjour Anne, le réveil est difficile ce matin pour Olaf Scholz. Son parti, les sociodémocrates du SPD, il est loin derrière, 3e. C'est une claque très sévère. Oui, la coalition d'Olaf Scholz est très impopulaire en Allemagne et ce scrutin en est la parfaite illustration. À eux trois, le Parti social-démocrate du chancelier, les écologistes et les libéraux du FDP ont obtenu respectivement 13,9%, 11,9 et 5,2% des voix, soit moins d'un tiers des électeurs qui se sont déplacés aux urnes hier en Allemagne. C'est le plus mauvais score du SPD dans des élections européennes et c'est une défaite également très amère pour les écologistes qui perdent 8 points par rapport à 2019. Un vote sanction qui profite essentiellement, vous l'avez dit, à l'Union chrétienne démocrate, la CDU, CSU qui arrive clairement en tête avec 30% des voix. Hier soir, au vu de ces résultats, le secrétaire général de la CDU déclarait d'ailleurs que le chancelier serait bien avisé de poser la question de confiance au Parlement et de remettre en cause donc son mandat et celui de son gouvernement. Alors on n'en est clairement pas encore là ici en Allemagne, mais ces résultats sont de très mauvais augure pour le SPD et les autres partis gouvernementaux, puisque nous sommes ici à 15 mois des prochaines élections législatives et à 3 mois d'élections régionales qui vont se tenir dans l'Est du pays où le parti d'extrême droite AfD est particulièrement bien implanté. Ouais, Alternative für Deutschland qui réalise un bon score. Score moins important qu'annoncé.
par les sondages, mais tout de même donc un bon score pour l'extrême droite en Allemagne. Oui, l'AfD qui a bondi à 15,9% et qui devient donc dans ce scrutin tout du moins la seconde force politique du pays. C'est le meilleur score réalisé par la formation d'extrême droite à des élections. Dans les régions de l'Est, il est clairement en pole position avec 29% des voix en moyenne dans les Länder d'ex-Allemagne de l'Est, d'ex-RDA. Une percée malgré les scandales, malgré les affaires qui ont entouré la formation d'extrême droite et son chef de file pour les européennes, Maximilian Krah, depuis le début de l'année, malgré également l'exclusion de l'AfD du groupe ID, Identité et Démocratie au Parlement européen, et malgré aussi une mobilisation citoyenne très importante ici en Allemagne depuis le début de l'année contre l'extrême droite, avec des centaines de manifestations contre l'AfD qui a réussi à faire de ce scrutin un référendum sur le soutien à l'Ukraine et surtout sur l'immigration. Et c'est une stratégie payante, puisque cela va permettre au parti AfD d'envoyer 15 députés à Strasbourg, des députés qui restent toutefois pour l'heure sans affiliation. Anne Maillet depuis Berlin pour France 24. Merci beaucoup Anne pour ces enseignements. Je me retourne du côté de notre invité Patrick Martin-Genier. Anne a un peu finalement résumé ce qui va se passer du côté du Parlement européen. Je ne sais pas si on va pouvoir voir ce camembert, cette future composition du Parlement. Il y a certes une montée de l'extrême droite, mais on le voit, ces groupes, ils sont tout à droite ici. Ce sont les trois principaux qu'on voit sur le côté, 73, 58, 45, des groupes qui ne sont pas unis, avec des sujets de désaccord. L'AfD s'est exclu de lui-même après des dérapages et des sympathies néo-nazis. Certains sont pro-Kremlin, d'autres ne le sont pas. Certains sont pro-Ukraine, d'autres évitent de se prononcer. Tout l'enjeu pour l'extrême droite européenne, c'est de tenter de s'unifier. Est-ce que c'est vraiment possible ? Est-ce qu'il peut y avoir une extrême droite forte au Parlement ? Non, cet hémicycle que l'on voit montre bien que l'extrême droite est condamnée à l'échec. Il n'y aura pas d'alliance. On sait très bien que ce qu'on appelle les conservateurs réformistes, notamment de Mme Meloni, ne sont pas d'accord avec Identité, démocratie de l'extrême droite. Vous avez parlé de l'AfD allemande, qui est quand même très sulfureuse, avec des inspirations néo-nazis, qui sont infréquentables, non seulement pour les partis traditionnels, évidemment, mais même pour la droite. Les partis d'extrême droite qui se bouchent le nez. Oui, voilà. Et donc, ils auront une capacité de nuisance parce qu'ils vont tenter d'obtenir des postes au Parlement européen. Dès demain, on va essayer de se répartir les présidences de commission, les vice-présidences du Parlement européen. Mais on voit bien qu'ils vont être isolés et que c'est le parti de la droite modérée, PPE, vous avez parlé de la CDU, au sein duquel siègent les Républicains en France qui vont avoir la force politique avec les sociodémocrates. Donc en réalité, on va se retrouver avec des coalitions entre la gauche modérée et la droite modérée, au sein desquelles la droite extrême va être considérablement isolée. Voilà, donc il n'y aura pas d'union. Ils vont être isolés dans cet hémicycle du Parlement européen. Ils pourront avoir une capacité de nuisance dès lors qu'il va falloir voter sur des directives en matière d'immigration, en matière d'environnement, d'écologie. Mais voilà, ils n'auront pas un grand avenir. Et en tout cas, la progression des extrêmes droites est moins importante que ce que l'on croyait. Ils ont bien grandi en Allemagne, en France, en Pologne, en Italie. Mais Mme Meloni pourrait se retourner ailleurs, vers une droite plus classique. Et on sait d'ailleurs que Ursula von der Leyen, qui est gagnante dans ce scrutin avec son parti politique, ne refusera pas un éventuel soutien de Mme Meloni. C'est ça la grande surprise. Je crois que Mme Meloni va être faiseuse de roi pour la présidence de la Commission européenne. Et peut-être se tourner donc du côté du PPE. Ursula von der Leyen, elle sort gagnante de ces scrutins ? Oui, manifestement, parce que son groupe politique, qui sera aux alentours de 180 à 185 sièges, sera le groupe le plus important du Parlement européen, avec les sociodémocrates aux alentours de 140. Donc elle sort considérablement renforcée. Elle est bien partie pour être désignée la nouvelle candidate à la présidence de la Commission européenne, même si elle était affaiblie dans son propre camp, où elle n'a pas nécessairement recueilli tous les avis positifs qu'il fallait. Mais en tout cas, elle est bien partie. Il va revenir au chef d'État et de gouvernement de désigner une personnalité pour exercer le prochain mandat de président de la Commission européenne. Et je crois que Mme Ursula von der Leyen est bien partie, vu que les partis sociodémocrates ne sont pas en position de force pour obtenir cette présidence.
Ça veut dire qu'il n'y aura pas de grands changements de fond sur la ligne de l'Union européenne dans les mois à venir. Je pense à des questions importantes, hein, comme l'attitude à adopter vis-à-vis de l'Ukraine et de la Russie, l'immigration, l'écologie, l'agriculture, le commerce. Non, je crois qu'il n'y aura pas de grands changements, pour la simple raison que la droite modérée et la gauche modérée ont voté un certain nombre de textes en commun. Je pense notamment au pacte asile-immigration, même si M. Glucksmann lui-même ne l'a pas voté, son groupe politique l'a voté, le groupe de Mme Ursula von der Leyen l'a voté, et donc je crois qu'on va continuer sur la même ligne, une ligne à la fois modérée pour l'écologie, hein, les textes en matière d'environnement seront votés, cette nécessité de mieux traiter le droit d'asile, le droit à la protection des frontières, le marché intérieur, la citoyenneté, l'aide à l'Ukraine. Je pense que l'aide à l'Ukraine, ce sera fondamental et que la position du Parlement européen ne va pas fondamentalement changer sur cette question. En d'autres termes, je pense que la prochaine législature va ressembler à celle que nous avons eue avec, il est vrai, une extrême droite renforcée, mais laquelle reste aujourd'hui divisée. Et puis il y a d'autres scrutins qu'il va falloir regarder. Les yeux sont tournés du côté des États-Unis aussi, parce que Bien sûr. aussi on craint une montée du populisme, et ça jouera sur la politique européenne également et l'attitude vis-à-vis de Kiev. Bien sûr, ça va jouer sur la politique européenne. Un des principaux défis de l'Union européenne, c'est d'être en situation de renforcer sa propre capacité de défense. On parle beaucoup, par exemple, d'une défense européenne qui n'existe pas aujourd'hui, mais est sur la table aujourd'hui l'accroissement des capacités militaires et financières européennes, notamment à travers un fonds européen de défense qui pourrait d'être doté. On parle d'une centaine de milliards d'euros. Ce sont des propositions qui ont été faites tant par les socialistes que par la droite classique, propositions faites par Thierry Breton également et par Renew, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si Donald Trump devait être élu président des États-Unis, ça forcerait l'Europe encore à mieux renforcer sa propre capacité à se défendre. Et d'ailleurs, que ce soit Trump ou un autre à la Maison-Blanche, il faudra bien que l'Europe accepte un jour de consacrer bien plus d'argent à sa défense, mais aussi à l'aide à l'Ukraine. Merci beaucoup Pierre-Martin Genier, d'avoir été notre invité ce matin et de nous avoir aidé à tenter de comprendre les tenants et les aboutissants de ces élections européennes.